Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news intéressantes cette semaine-ci, notamment Facebook qui menace de quitter l'Europe avec ses différents services. C'est même Meta qui menace de quitter, vu que maintenant c'est plus Facebook techniquement. Nous avons aussi des news au niveau carte graphique et ordinateur portable. Et du coup, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture et encore plus de sujets. N'hésitez pas à checker ce qui vous intéresse le plus. La première news de la semaine, c'est que j'ai réussi à gagner 10 ans au niveau look avec une simple étape que vous aussi vous pouvez faire. Ça s'appelle se raser. Et comme vous pouvez voir, je suis toujours la même personne et pourtant je parais 10 ans plus jeune. Je rigole évidemment. Bon, je me suis réellement rasé, je parais plus jeune, mais c'est toujours moi pour ceux qui se demandent. Non, le premier truc déjà, c'est que j'ai reçu ça, une boîte en métal qui est plutôt classe en réalité. On pourrait mettre un PC là-dedans. Il y a un PC dedans, techniquement. C'est le ROG Z13, pour ceux qui se demandent. Donc ça, vous allez avoir une vidéo dessus. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser que vous aurez dessus. C'est une vraie vidéo de mes impressions et de mon test dessus, s'il est réellement intéressant. C'est une tablette gaming, pour ceux qui se demandent, on en avait déjà parlé avant. La première news de la semaine, c'est le fait que le groupe Meta, qui est derrière Facebook, Instagram et WhatsApp, a menacé de quitter l'Union européenne. Enfin, c'est beaucoup d'articles ont dit qu'ils menaçaient de quitter l'Union européenne. C'est plus qu'ils ont dit « Hey, si les règles de l'Union européenne ne changent pas un peu, on va devoir aussi bien arrêter nos services. » Donc, c'est pas une menace, c'est plus, ils préviennent qu'ils devront peut-être couper des services. En réalité, ce serait plutôt compliqué de couper des services dans l'Union européenne parce que c'est un énorme marché, donc je les vois quand même mal faire ça. Surtout quand vous avez Facebook qui, récemment, il y a une news là-dessus où ils ont perdu pour la première fois depuis leur création des utilisateurs. Et ça, c'est dans le monde entier parce qu'ils perdaient déjà des utilisateurs en Europe et aux États-Unis, mais c'est juste que grâce au fait qu'il y a beaucoup de pays émergents qui grandit énormément au niveau Internet, ils avaient de plus en plus d'utilisateurs, ils avaient pu compenser jusqu'à maintenant, mais là, c'était la première fois qu'ils perdaient des utilisateurs, leur action a même énormément chuté à cause de ça, les pauvres, ma foi, et du coup, ils peuvent pas se permettre de quitter le plus gros marché, l'un des plus gros marchés au monde, comme ça, parce que ça leur fera encore perdre plus d'argent. Du coup, c'est plus une sorte de sonnette d'alarme qu'ils essayent de tirer ici. Après, le truc, c'est que la plupart des gens, quand ils ont vu ça, ils étaient en mode « Oh, on n'en a rien à faire !» Parce que, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas grand-chose à faire. Oui, personnellement, j'utilise Instagram. Ça m'embêterait qu'Instagram disparaisse, mais j'utiliserais autre chose à la place. WhatsApp, même chose. Franchement, il n'y a pas que WhatsApp dans la vie. Il y a d'autres programmes qui marchent très bien. Enfin, d'autres applications qui marchent très bien. Donc, et Facebook, là, je vais être très honnête, ça fait longtemps que j'ai plus été sur Facebook, donc là, c'est pas une grande perte. Du coup, la réaction des gens était globalement ça, surtout dans l'Union européenne. Même les politiciens étaient en mode « Ouais, alors ?» On s'en fiche un petit peu. Du coup, pour ceux qui se demandent de quoi Facebook se plaint ici, l'Europe, ou plutôt l'Union européenne, a voté des lois qui obligent n'importe quelle entreprise, que ce soit même Microsoft, les toutes grosses entreprises, Facebook et tout, à garder les données des utilisateurs de l'Union européenne en Union européenne. Donc ça veut dire que les serveurs qui stockent toutes les données doivent rester là. Et vous ne pouvez pas, par exemple, si moi j'upload une image personnelle sur un service Google, cette image devrait être stockée dans l'Union européenne. Elle ne peut pas être envoyée vers les États-Unis ou une autre partie du monde. Et ça, c'est pour ceux qui se demandent, garder... c'est pas vraiment une sécurité à proprement parler ou même respecter plus la vie privée, mais ça permet de garder les données sous la juridiction européenne. Parce que le problème, c'est par exemple aux États-Unis, vous avez le Patriot Act qui permet littéralement au gouvernement américain de fouiller n'importe quelle donnée. Donc ils peuvent dire hey Google, tu peux nous donner tous les mails d'Aurélien ici. Et il s'est activé sur mon téléphone, évidemment. Et du coup, Google il est obligé de donner toutes les données. Il s'est activé sur le speaker maintenant. Chut, Google, chut! Chut! Bref. À chaque fois, il faut que je coupe ce truc-là. Parce qu'il s'active jamais quand j'en ai besoin, mais il s'active toujours quand je n'en ai pas besoin. Bref, dans tous les cas, ils peuvent demander tous les mails d'une personne parce qu'ils ont des suspicions pour n'importe quoi. Et après, regarder tout, quoi. Donc, normalement, si les données ne sont pas aux États-Unis, ils ne sont pas capables de les demander forcément. Même si, à mon avis, ils pourraient toujours faire des traficotages. Du coup, ici, Facebook se plaint que
ils doivent garder les données stockées en Europe, ce qui leur posait problème. Et moi, la réponse à ça, c'est genre, ben, faites des data centers en Europe, quoi. C'est quoi le problème ici? Juste, ouais, faites les data centers en Europe. C'est tout. Google l'a fait, plein d'autres entreprises l'ont fait. Ça, en plus, ça soutient l'économie européenne. Et selon moi, nos données devraient être là où on est. On ne devrait pas avoir nos données à l'autre bout du monde. Et je dirais même que, personnellement, je suis pro pour le fait d'avoir nos données stockées même chez nous. Peut-être même avoir un système où... ça existe un petit peu. Il y a des personnes qui ont proposé ça, mais c'est en gros, vous avez une box chez vous avec des disques durs dedans. Et toutes vos données personnelles sont toujours là. Donc tout ce que vous uploadez sur Facebook est techniquement là. Et quand quelqu'un y accède, ben ça s'accède depuis là, en gros. Bon, évidemment, ça requerrait déjà des bonnes connexions Internet pour tout le monde et une autre façon de voir Internet. Mais au moins, on va dire dans le pire des cas, j'aimerais que mes données soient au moins dans le même pays que moi ou au moins dans l'Union européenne, quoi. Donc, yep. Selon moi, ils ont juste à faire des data centers en Europe. Je sais que c'est pas juste aussi simple que juste claquer des doigts, mais ça fait longtemps que cette loi a été passée en Union européenne. Facebook a clairement l'argent de faire ça. Ben, s'ils veulent pas le faire, ben, tant pis, là. Franchement, je pense que personne n'est vraiment en mode « Oh, pauvre Facebook ». Je pense que la plupart des personnes sont en mode « Ouais ». D'ailleurs, sur ce site-là, c'est Mac Forever. Je connais pas trop ce site-là. J'ai juste pris la première news qui passait. Ils ont fait un sondage et, comme vous pouvez voir, et si Facebook quittait l'Union européenne, la plupart des gens ont dit « Bonne nouvelle !» Yep. Je vais demander à mon poney. Quoi? Ah, ça, c'est l'option autre. Vous toujours mettre une option autre dans les sondages. Bah, ils ont mis l'option autre au-dessus. What the fuck? Ok, bref, c'est bizarre ça. C'est une option neutre peut-être? Ensuite, on a une autre news très rapide sur le fait que Samsung va avoir son event Impact. Donc c'est là où ils vont présenter les nouveaux Galaxy S22 notamment. Et ce sera le 10 février. Donc normalement par rapport au tournage de cette vidéo et de cette sortie, ce sera dans 2 jours. Donc évidemment c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent. Je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de Samsung, mais Samsung influence assez bien le marché smartphone Android, parce que quand ils introduisent des choses ou quand ils révolutionnent un petit peu des choses, parce qu'ils ont déjà fait plusieurs fois, selon moi, des révolutions au niveau smartphone, ben, ça a tendance à se répéter chez les autres constructeurs. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Après, yep, je sais que ce ne sera pas pour tout le monde, notamment le Galaxy S22 Ultra, qui est... Il y a des rumeurs comme quoi ce sera basiquement un mélange de la Galaxy... du Galaxy S Ultra et de la Galaxy Note, juste mélangés ensemble. Donc, yep, on verra bien ce que ça donnera. Et ce sera un téléphone, à mon avis, très très cher. Mais ce sera aussi, ces téléphones-là en Europe seront les premiers à utiliser le nouveau processeur de Samsung qui a une partie graphique AMD. Donc ça pourrait être intéressant de tester justement. Peut-être que je pourrais passer dessus parce que personnellement, j'aime assez bien Samsung. J'ai déjà eu plusieurs téléphones Samsung. Donc, peut-être que je pourrais repasser dessus et en profiter pour vous faire des vidéos sur justement ce processeur-là, voir ce que ça donne au niveau graphique, surtout que j'ai un autre téléphone, je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer, c'est pour un truc sponsorisé, je ne vous le montre pas comme ça, au moins vous ne pouvez pas dire que je fais de la pub, mais j'ai un autre téléphone gaming, notamment avec la puce de chez Qualcomm, donc le Snapdragon 8 Gen 1, donc leur plus puissante normalement, donc ce serait intéressant de faire une comparaison ici. Aussi dans d'autres news, on a une petite news au niveau de Stadia. Alors c'est pas une news qui vient de Google, c'est des rapports qui ont été faits avec des gens qui travaillent justement à Stadia et qui ont parlé à des journalistes, comme quoi Google est un petit peu en mode « Oh, Stadia, ça ne marche... Oh, ils sont encore activés sur mon téléphone. Ça ne marche pas trop en ce moment, donc on va juste reconcentrer nos efforts sur autre chose. » Donc apparemment... Google serait en train de travailler, ne t'active pas, sur, je ne vais pas dire le nom parce qu'il va s'activer, sur Google Stream. Voilà, on va l'appeler comme ça, Google, à partir de maintenant. Donc Google Stream, qui serait un service du coup de streaming de jeux vidéo et peut-être même d'autres trucs, parce que c'est très générique comme nom, ils pourraient faire à peu près n'importe quoi. Et ça viendrait du fait que, oui, Google Stadia a du mal. Ils ont fermé, si vous vous souvenez, leur studio. Ils ont un studio de développement de jeux vidéo qui était fait pour Stadia, ils l'ont fermé. Et apparemment, maintenant, seulement 20% du personnel qui est dans la division Stadia travaille actuellement encore sur Stadia. Donc, c'est-à-dire que 80% travaillent sur ce Google Stream, justement. Donc, yep.
Je ne suis pas étonné. Franchement, je suis, mais alors pas du tout étonné. C'est la stratégie de Google depuis des années et des années. Ils essayent, ils prennent quelque chose, ils le jettent au mur. Si ça colle, tant mieux. Si ça colle pas, ils le reprennent à terre, ils le changent un petit peu, ils le frottent et puis ils le rejettent au mur. Et c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et le problème avec ça, c'est qu'à force, les gens en ont marre. Ils l'ont déjà fait plein de fois avec l'application de SMS sur Android. Vous avez déjà dû le voir. Elle a changé pendant les années. On a eu Google Hangout, on a eu Message, on a eu Voice. À un moment, ça change, ça change, ça change. Et à la fin, les gens sont en mode « Ok, je l'utilise plus. Je l'utilise plus parce que aussi bien ça va changer dans 2 ans et je dois rechanger tout, me dire à mes contacts de rechanger aussi. Et aussi bien ça va devenir une application que j'aime pas. Non, il y en a marre. » Et bah, c'est un petit peu la même chose avec Stadia, selon moi, c'est que ils essayent même pas de persévérer, en fait. Déjà, leur modèle économique était perdant depuis le départ, selon moi. Ils essayent même pas de le corriger, alors que c'est le plus gros problème de Stadia, c'est le modèle économique ici. Le fait que les gens doivent acheter des jeux sur Stadia. Si les gens pouvaient juste amener leurs propres jeux, ils se mettaient d'accord avec des développeurs pour que ce soit possible, les gens seraient contents là, d'utiliser Stadia. Mais là, non, personne n'a envie d'utiliser ça. Enfin, personne n'a envie d'aller sur Stadia payer un jeu. Oui, il y a l'abonnement payant qui vous donne accès à des jeux gratuits, mais honnêtement, les jeux gratuits ne sont pas si intéressants que ça sur Stadia. Donc, c'est déjà voué à l'échec depuis le départ avec ce modèle économique, et tout le monde l'a dit depuis le début. Hein. Donc, maintenant, Google qui fait en mode « Oh, on va se reconcentrer sur autre chose comme ça, alors qu'ils n'ont même pas essayé, c'est juste... Ouais, ça ne donne pas confiance, quoi. Maintenant... le truc, c'est que, oui, ils vont sortir peut-être ce Google Stream, je continue de faire exprès de prononcer différemment, qui sera peut-être il y aura un meilleur modèle économique, mais à cause du fait que Google aura juste abandonné Stadia derrière, ben, les gens vont être en mode, ouais, mais vous allez l'abandonner aussi, celui-là. Donc, yep. En gros, j'espère qu'ils vont travailler sur un truc beaucoup plus logique au niveau modèle économique et quelque chose qui intéresse déjà beaucoup plus les gens, parce que là, c'est juste voué à l'échec à chaque fois. Donc, yep, on verra bien. Une chose est sûre, je ne suis pas le plus intéressé par ce service. D'ailleurs, tout en restant dans les news Google, nous avons eu des news au niveau du Pixel 6. Notamment, le Pixel 6 a eu des updates puisqu'il y avait des gros bugs sur le Pixel 6. Les possesseurs du téléphone avaient des bugs, notamment sur certaines applications qui ne s'affichaient pas correctement, qui se coupaient ou ce genre de choses, des crashs notamment. Donc ça, c'était assez embêtant. Il y a eu pas mal de fixes, il y a toujours des bugs pour ceux qui se demandent. Ce qui est assez étonnant parce que, genre... on n'a pas autant de bugs sur d'autres téléphones Android basiques même. Hein. Genre même des téléphones chinois Android n'ont pas autant de bugs. Donc ça doit être certainement dû à la puce de Google. Mais le truc c'est que, oui c'est une puce custom, mais elle n'est pas si custom que ça. Ça reste toujours un design ARM. Donc je suis étonné qu'ils aient autant de bugs. Bref, dans tous les cas, ils sont en train de corriger ça pour ceux qui se demandent. Ils ont aussi lancé en Italie le Pixel 6. Je vous rappelle qu'il est toujours disponible que dans certains pays. En France, il est disponible. Au Royaume-Uni, il est disponible. Aux États-Unis, tout ça, évidemment. Mais bon, en Europe, en tout cas, la plupart des gens l'achetaient en France. Par exemple, il y a même des Belges qui l'achetaient en France, parce que c'est plutôt simple. Il suffit d'aller juste sur un site français. Donc ouais. J'ai même vu sur un site belge en réalité, mais je pense que c'est parce que c'est Alternet qui l'a en Belgique, mais c'est parce que Alternet a un site français et un site allemand. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont réussi à l'avoir même pour le marché belge. Mais bon, techniquement, il n'est pas officiellement disponible en Belgique. Et en plus, il est plus cher que son prix normalement annoncé. Donc, yep. Il y a toujours aussi des gros problèmes de stock avec le Pixel 6, ce qui est dommage parce que le Pixel 6 XL encore... on passe, mais le Pixel 6 de base est vraiment intéressant pour le prix, genre vraiment intéressant. C'est un téléphone haut de gamme à un prix plus milieu de gamme, ou plutôt à un prix haut de gamme de voilà X années, on peut le dire aussi comme ça. Ce qui est selon moi une bonne chose. C'est un peu un vent de fraîcheur dans le marché des smartphones qui deviennent de plus en plus chers. Et j'espère vraiment que Google va continuer avec le Pixel 7 notamment, dans cette alternative d'avoir toujours le Pixel de base, pas le XL, vraiment accessible pour tout le monde. Et je l'espère aussi, ils vont corriger les bugs et surtout le rendre disponible dans plus de pays, parce que là, c'est un petit peu compliqué à l'acheter. Mais bon, on verra bien. Ensuite, en parlant de quelque chose qu'on verra bien et qu'on voit en fait maintenant, c'est le fait que Nvidia a officiellement annoncé qu'ils allaient pas acheter ARM, basiquement, pour la simple et bonne raison que, déjà on l'avait déjà dit dans de précédentes news,
ils avaient beaucoup de problèmes au niveau juridique. Beaucoup de gouvernements n'étaient pas forcément d'accord avec ce rachat et du coup, ils se sont dit ça ne vaut pas la peine, on arrête le rachat et c'est SoftBank qui continue de garder du coup ARM et puis basta, on s'en bat les steaks. Donc yep, Nvidia ne va pas avoir ARM pour le moment. Le truc, c'est qu'il pourrait toujours, d'une autre manière, revenir sur là-dessus et essayer d'acquérir encore une fois ARM. Mais pour le moment, la saga ARM Nvidia est finie, ma foi. Donc on verra bien ce que ça donnera dans le futur. Ensuite, on a une news au niveau carte graphique avec notamment le fait que AMD prépare des nouvelles cartes graphiques, ou plutôt des refreshs de cartes graphiques. Donc on aurait une RX 6950 XT, une 6850 XT, une 6750 XT. Donc voilà d'ailleurs l'autre news ici qui parle des 6850 et 6750. Pour information, qu'est-ce qui change au niveau de ces cartes graphiques? Elles auraient notamment la 6950 XT un boost au niveau de sa fréquence de base qui passerait au-dessus des 2,5 GHz. Et aussi, il y aurait l'utilisation de nouvelles puces de mémoire GDDR6X qui passerait à 19 Gbps, il me semble, oui. Donc c'est ce qui est utilisé sur la 3080 Ti, il me semble, ou même la 3090. Donc des meilleures puces mémoire pour gagner en performance. Et réellement, overclocker la mémoire donne souvent des bons gains en performance et utiliser une mémoire avec plus de bandes passantes, donc une meilleure fréquence, donne vraiment des bons gains en performance aussi. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils fassent ça. C'est ce qu'a fait un petit peu Nvidia aussi, au final, avec la 3090 Ti, qui doit toujours sortir. Mais ouais, on verra bien ce que ça donnera. Mais bon, le truc, c'est que forcément, est-ce que c'est une news si intéressante que ça? Je ne sais pas, parce que on peut le voir de deux manières. Première manière de le voir, c'est « Oh, plus de cartes graphiques, normalement, peut-être qu'on pourra en avoir plus facilement. » Mais la manière, moi, que je le vois, c'est beaucoup plus pessimiste. C'est « Oh, c'est juste une manière de arrêter de fabriquer la 6700 XT. » Parce que maintenant, il y a une 6750 XT, donc ils peuvent dire « Oh, mais la 6700 XT n'a plus besoin d'exister. Donc on va arrêter de la vendre. » Alors que c'est une carte très intéressante. Et du coup, on va se retrouver avec une carte plus chère, qui est basiquement la même. C'est un petit peu à ce qu'a fait Nvidia avec la RTX 3080, avec 20 Go de RAM dessus. Enfin, c'était 20 Go, oui. Non, c'était 12 Go. Non, je sais même plus. C'était 12? Non, c'était 12 Go. Je sais même plus. Oui, c'était 12 Go, la 3080. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Parce que, certainement, c'est pour enlever des stocks de l'autre carte qui est vendue beaucoup... pas assez cher, en fait. Donc, yep. Moi, je suis assez dubitatif sur cette news. Il n'y avait aucune raison de ressortir ces cartes. Parce que, de toute manière, on a des gros problèmes de stock. Et aussi, les gens ont du mal à acheter des cartes graphiques et tout ça. À quoi ça sert d'en sortir des nouvelles? À part pour juste montrer que, hey, maintenant, la 6750 XT, elle est plus puissante qu'une RTX 3070. Ça doit être pour ça, à mon avis aussi. Mais yep. Je ne vois pas l'intérêt. Encore la 6950 XT, le faire pour avoir un nouveau haut de gamme qui montre qu'ils sont puissants, ok, pourquoi pas, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc, yep, on verra bien, mais une chose est sûre, c'est pas forcément une bonne news pour les consommateurs. Surtout avec la 6700 XT, seulement c'est le pire pour celle-là. La 6700 XT, c'est la carte graphique la plus en stock que vous pouvez trouver à l'heure actuelle. C'est une, en tout cas, de celles qui est le plus en stock. Et elle n'est pas vendue à un prix si raisonnable aussi. Comme j'ai dit, elle est toujours, j'en ai parlé l'autre jour, il y a toujours une 6700 XT en vente sur Alternate, Belgique, à 799 €. C'est plus cher que son prix de base, mais c'est un prix largement plus raisonnable que la plupart des cartes graphiques que vous pouvez trouver à l'heure actuelle sur le marché. Donc, yep, et je vais même aller voir. Yep, toujours en stock, 6700 XT, la Red Devil en plus de Power Color, qui est leur modèle le plus haut de gamme, 799 €. En tenant compte que normalement cette carte-là, c'est comme c'est une carte haut de gamme, elle ne serait pas vendue à 500 €, qui est le prix de base normalement de la 6700 XT, elle serait plus vendue à 600 €. Ça fait une augmentation de 200 €. Et par rapport à la plupart des cartes graphiques, une augmentation de 200 €, c'est vraiment pas grand-chose. Même si vous tenez compte que c'est 300 € au-dessus du prix normal. Donc, yep. 6700 XT, elle est vraiment l'une des plus intéressantes à l'heure actuelle. Et du coup, si elle est remplacée par une carte moins... Enfin, peut-être plus puissante, mais qui est plus chère, ça casserait tout son intérêt. Donc,
J'ai un petit peu peur là-dessus. Aussi, pour ceux qui se demandent, ces nouvelles cartes graphiques seraient toujours gravées en 7 nanomètres, pas en 6 nanomètres comme la 6500 XT, alors que pourtant AMD a montré qu'ils avaient ce nouveau processus de gravure. Donc c'est un peu bizarre qu'une carte d'entrée de gamme profite du nouveau processus de gravure, mais pas la carte haut de gamme. Donc c'est un peu étrange. Ensuite, on a une news sur les ordinateurs portables, notamment tous les ordinateurs portables qui ont été annoncés récemment pendant le mois de janvier avec la deuxième génération de Core Intel et aussi les RTX 3080 Ti notamment, mais il n'y a pas que des 3080 Ti. Eh bien, on a enfin les tests qui sont sortis. Donc là, c'est tous les modèles avec le tout gros Core i9 pour ceux qui se demandent et la 3080 Ti. Et les résultats sont plutôt intéressants. Déjà, cette nouvelle génération de Intel est très intéressante au niveau processeur. Donc, vous avez beaucoup plus de performance pour la même consommation. Ils dépassent même les processeurs AMD. Donc, c'est-à-dire que pour la même consommation, ils font mieux que les processeurs AMD actuels sur ordinateur portable, ce qui est une très bonne nouvelle, ça évidemment. Ils sont très bons en jeux vidéo aussi. Et du coup, honnêtement, c'est le meilleur choix au niveau ordinateur portable à l'heure actuelle, au niveau processeur et tout. On doit encore attendre les résultats des processeurs, les nouveaux processeurs AMD qui doivent sortir au niveau mobile. Mais, oui, ils pourraient peut-être ramener à une situation assez similaire, mais je ne m'attends pas non plus à ce qu'ils soient incroyablement différents, parce que c'est techniquement la même architecture un petit peu améliorée, donc il y a un processus de gravure un peu amélioré. Donc, on verra bien ma foi, mais pour ceux qui se demandent, plutôt intéressant. Surtout l'aspect, au final, consommation électrique, parce que je pense que beaucoup de gens, quand ils ont vu le 12900K, notamment dans mon test, ils se sont juste dit « Oh, c'est énormément de consommation pour pas grand-chose. » Non, c'est irraisonnable. Mais ils n'ont pas regardé derrière qu'au final, par exemple, le 12600K, le Seeker, qui, oui, consommait plus que le 5600X, mais il était aussi beaucoup plus performant, en fait. Et en fait, quand vous remettiez en contexte la consommation et le niveau de performance que vous aviez, au final, ils consommaient la même chose à peu près. Genre, le niveau de consommation était similaire. Et c'est dû au fait que là, en fait, Intel pousse sur le Core i9 12900K, version PC fixe, il pousse la consommation à fond pour essayer de vraiment gratter le moindre bout de performance. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous voyez chez AMD. Hein. J'ai un 5950X, quand il fonctionne stock, il est à 140 watts. Si je veux augmenter juste sa fréquence de quelques centaines de mégahertz, je passe directement à 200 watts de consommation. C'est exponentiel le truc. Donc, c'est la même chose ici avec Intel. Dans les ordinateurs portables, comme ils restreignent l'enveloppe thermique, au final, ils se débrouillent plutôt bien. Et là, ils ne cherchent pas à avoir un truc qui consomme énormément et les performances restent toujours très très bonnes. Donc, ça vous montre que ces processeurs Intel sont plutôt efficaces au niveau énergétique. Donc, une plutôt bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés justement de passer dessus ou qui veulent changer d'ordinateur portable maintenant. Ensuite, on a une petite news troll avec un écran 14 pouces ultra-wide 4K tactile qui techniquement n'est pas disponible. Il a été lancé sur Kickstarter et ça se voit que c'est un prototype. C'est prototype EF, franchement. Ça va, c'est plutôt bien designé, mais c'est très prototype. On a pas mal d'entrées dessus, beaucoup de DisplayPort HDMI comme vous pouvez voir. Et en gros, oui, c'est juste un écran portable que vous pouvez transporter avec vous, qui est très large, mais pas très haut. Et honnêtement, j'aime bien l'idée. J'aime vraiment bien l'idée parce que moi, je vois deux utilisations pour les écrans transportables comme ça. Soit vous le mettez verticalement et vous avez beaucoup d'espace vertical et vous pouvez le mettre juste à côté de votre ordinateur portable ou autre et l'avoir dans votre champ de vision. Ou soit vous le mettez en dessous d'un écran que vous avez déjà. Et là, vous préférez un truc ultra-wide, un petit peu comme a fait Asus avec l'Asus ZenBook Duo, où vous avez l'écran normal et en dessous, vous avez un plus petit écran qui est ultra-wide aussi, qui est très large et qui vous rajoute un petit peu de la place pour mettre, par exemple, une vidéo ou un chat ou un programme de streaming. Et ça, vous le voyez ici, hein, avec l'écran au-dessus, c'est totalement le même cas d'utilisation. Et en plus, c'est tactile, donc vous pouvez l'atteindre facilement vu qu'il est devant vous. Donc, j'aime beaucoup cette utilisation, c'est logique. Ça a déjà été prouvé que ça marche plutôt bien. Maintenant, il faudra voir si déjà ils arrivent à le fabriquer. Ça, c'est toujours le problème avec les Kickstarter, ils peuvent montrer autant de prototypes qu'ils veulent. Le truc, c'est très facile de fabriquer un prototype.
Asus, MSI, Gigabyte peuvent vous fabriquer un prototype d'un ordinateur portable incroyable. Genre, encore mieux que tout ce qu'on a maintenant. Hyper bien refroidi, tout ça. Mais après, arriver à le fabriquer en masse, là, c'est un autre défi, totalement différent. Donc, yep. Pour information, il coûterait 419 $ pour le Kickstarter et il coûterait plus tard 479 $. Ce qui est cher, personnellement, je trouve. Après, c'est un produit tellement unique que c'est difficile à dire, quoi. Mais ouais, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, personnellement. Mais bon, on verra bien s'il sortira un jour. Et enfin, on a une news au niveau de SpaceX. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus parlé d'eux. Et on a une news assez importante parce que... Bon, déjà, on a eu plusieurs news sur SpaceX, donc je fais un petit résumé. SpaceX est en train de fabriquer une nouvelle fusée au Texas qui est Starship. C'est une fusée qui sera la plus grande jamais fabriquée et aussi la plus puissante jamais fabriquée. Et aussi la première fusée qui sera 100% réutilisable. Donc, toute la fusée en entier pourra être réutilisée. Ce qui est assez important à noter parce que, par exemple, la Falcon 9, qui est la fusée actuelle de SpaceX, n'est pas entièrement réutilisable. Le deuxième étage est jeté littéralement dans l'espace, et puis il rentre dans l'atmosphère et il brûle. Et aussi, même la navette spatiale, elle aussi n'était pas 100% réutilisable. Il y avait des trucs qui étaient recyclés, genre les boosters solides, mais il y avait des trucs aussi qui étaient juste jetés et jamais réutilisés. Par exemple, l'énorme réservoir de carburant orange de la navette spatiale. Donc là, ce sera la première fois qu'on a un truc 100% réutilisable. Du coup, normalement, Elon Musk devrait faire une présentation prochainement. Ce sera le 8, Oh, on est déjà le 8 en réalité. Ça devrait être aujourd'hui soir, il me semble. Oui, il me semble, c'était le 8. Ils n'ont pas mis la date, mais bon, ce sera bientôt. Je vous ferai un résumé dans le prochain Texama Show, quoi qu'il arrive. C'est cette semaine-ci, normalement. Il me semble que c'était jeudi. Oui, maintenant je me souviens, c'était jeudi. On est normalement mardi, donc ce serait dans 2 jours, pour ceux qui se demandent. Voilà, maintenant je me souviens. Par contre, ce sera à 3 h du matin, donc pas très Europe-friendly, on va dire. Donc on verra bien. Bref, dans tous les cas, je ne ferai pas de live, du coup, pour ceux qui se demandent. Bref, dans tous les cas, ça, c'était l'une des plus grosses news. Il y avait aussi une autre news comme quoi le FAA, qui est l'agence de tout ce qui vole dans le ciel, basiquement, ça passe par le FAA, y compris les fusées. Je vous rappelle, était en train de faire un compte-rendu de l'impact écologique du site de SpaceX à Boca Chica, qui est au Texas, parce qu'ils veulent faire un site de lancement au sud du Texas, juste à la frontière du Mexique. Et du coup, ils devaient normalement rendre leur conclusion le 1er janvier, mais ils sont en retard, enfin le 31 décembre, mais ils sont en retard. Donc, normalement, maintenant, leur nouvelle date limite, c'est la fin du mois de février. Donc, yep, ça veut dire... Tant que ce compte-rendu n'a pas été donné et que SpaceX n'a pas l'autorisation, ils ne peuvent rien lancer. Donc, ils ne peuvent pas lancer le full stack de Starship, donc le booster plus le ship par-dessus. Donc, yep, en attendant, on attend. Mais bon, il y a eu d'autres updates, notamment le Chopstick. Donc ça, c'est l'énorme tour de lancement de SpaceX. Je vous ai déjà montré par le passé. Ils ont notamment, je ne sais pas s'ils ont mis une news, non, ils n'ont pas mis dans cette news des images, mais vous pouvez aller voir sur NASA Space Flight, je vous conseille fortement. Cette tour-là, ils ont enfin les bras qui sont fonctionnels. Ils les ont même testés avec des énormes ballons d'eau pour un poids de plus de 200 tonnes. Donc ils les ont testés, ça marche plutôt bien. Ils ont aussi mis le booster à nouveau sur le pad de lancement. Le booster est à peu près fini aussi, même si peut-être il ne volera pas, on verra bien. Tout ce qui est aussi équipement au sol commence à être à peu près fini. Ça, c'est très important parce que même si la fusée est prête, il faut tout ce qui est au sol est très important. Donc, notamment l'endroit où il stocke le carburant, le système qui va mettre le carburant dans la fusée, la tour de lancement, le système pour stacker le booster. Ou plutôt, oui, stacker le booster sur le pad de lancement et puis stacker le ship par-dessus. C'est très important aussi. Donc, ça, pour information, c'est à peu près terminé. Genre, ils ont pas mal progressé. Et du coup, s'ils ont l'autorisation fin février, honnêtement, ils seraient vraiment capables de rusher pour un lancement en mars. Ça ne m'étonnerait même pas. Genre fin mars, hein, pas début mars. Mais ils seraient capables de rusher pour un lancement fin mars. Mais après, est-ce qu'ils feront un lancement fin mars ? Je ne crois pas trop. S'ils rush, à mon avis, on verrait plutôt un lancement minimum, je dis bien, au mois d'avril. Et ça, c'est vraiment si tout se passe bien.
et si, genre, il n'y a pas de problème pendant les derniers tests qu'ils doivent encore faire. Donc, on verra bien. En attendant, c'est à peu près tout ce qu'on a sur SpaceX. C'est aussi à peu près tout ce qu'on a pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao.